Manuel Bompard, on reproche souvent à votre parti, la France Insoumise, en tout cas à son leader Jean-Luc Mélenchon, d'accuser la police et de ne pas assez condamner quand les policiers sont victimes de violences. Quelle est votre réaction à cette image ce soir? Ces accusations sont bien évidemment mensongères et insupportables. Mon parti, comme vous le dites, mon mouvement, la France Insoumise et l'ensemble de ses dirigeants ont toujours dit qu'ils étaient bien évidemment opposés à toute forme de violence contre qui que ce soit. Et donc, quand il y a des images inacceptables comme celles que vous êtes en train de montrer, bien évidemment, on les déplore. Et il y a ce soir des personnes blessées parmi les forces de l'ordre. Il y a des blessés parmi les manifestants. On n'arrive pas à avoir le chiffre, mais effectivement, on en parle. Et moi, personnellement, je pense à tous et je leur apporte à tous mon soutien. Voilà. Vous les déplorez maintenant, ou vous les condamnez? Mais c'est pareil parce que moi, je suis pas procureur, je suis pas juge. Et en l'occurrence, je suis opposé, et je l'ai dit depuis le début, à toute forme de violence dans les manifestations. Maintenant, je vous le disais en introduction, moi j'étais ce matin dans la manifestation à Marseille, il y avait près de 300 cortèges partout en France. 310 après, c'est le chiffre officiel. 300 cortèges partout en France aujourd'hui. Et je pense aussi aux gens qui ont participé à ces manifestations et qui, quand ils allument la télévision ce soir, voient des images qui correspondent pas du tout à ce qu'ils ont vécu. Voilà, moi j'ai participé à une manifestation qui était familiale, qui était déterminée, ça c'est vrai. On voit les images de Marseille. Il y a beaucoup de colère. On voit les images de Marseille. Mais ce matin, la chaîne en a fait. Mais je ne suis pas en train de vous faire un quand vous me posez une question, vous avez raison. je vous réponds ce que j'ai envie de vous répondre, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui c'était une journée de mobilisation très importante et que quand il y a des violences, je les regrette et je les déplore. Et je me permets de dire que je pense qu'il y a une responsabilité politique de se retrouver dans une situation qui est une situation de blocage, parce qu'ensuite ça se traduit effectivement par des personnes qui sont blessées, et je pense à elles et j'ai de la compassion. Le blocage politique. Vous pensez que la réforme des retraites a un lien avec les Black Blocs qui s'en prennent aux policiers? Pour vous, il y a un lien direct entre les deux? Je pense que vous a pas échappé qu'une journée de manifestation... Ils veulent l'abolition de la réforme des retraites, les Black Blocs? Pardon? Quand ils viennent frapper les policiers, c'est pour l'abolition de la réforme des retraites? Mais j'en sais rien, je les connais pas. Ah bon? Je sais pas si vous les connaissez, que vous avez discuté avec eux. Mais ce que j'observe, c'est que s'il y a une manifestation aujourd'hui, c'est parce que c'est le 1er mai, certes, mais aussi parce qu'il y en a eu 12 déjà, parce qu'il y a une réforme des retraites. Et oui, j'assume de dire qu'il y a une responsabilité politique à faire en sorte de ne pas mettre le pays dans une telle situation de blocage qu'après ça se traduit par des images qui sont des images très dures comme celles qu'on est en train de voir ce soir. Et donc la responsabilité du politique, c'est de faire baisser la pression, de faire baisser la température, de proposer des sorties démocratiques. Pas de dire je bouge pas, je m'entête, je bougerai pas et à la fin... Et donc, quand Jean-Luc Mélenchon, dans son discours cet après-midi, appelle à l'insurrection, à continuer le combat et à des mots extrêmement virulents sur le côté continuons la lutte et continuons à nous opposer à ce pouvoir, la responsabilité politique, vous ne faites pas le lien, là, par exemple, avec les violences mais on a encore le droit de ne pas être d'accord avec ce pouvoir? Non, mais je vous pose la question. Non, mais moi, je vous pose la question. On peut être opposé à ce pouvoir sans pour autant appeler à l'insurrection. Pour que vous soyez content et que vous nous donniez des médailles de gens gentils, il faut qu'on dise qu'il faut s'arrêter et que M. Macron peut passer en force. Laurent Berger, il s'oppose à Emmanuel Macron à la réforme des retraites. Il n'appelle pas pour autant à l'insurrection et respecte la légalité républicaine. Mais Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui que vous citez, à quel moment il n'a pas respecté la légalité républicaine? Il appelle à l'insurrection, la 6e République. La 6e République, on n'a pas le droit de porter la 6e République. Si, mais vous êtes quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vous soyez content, il faut juste qu'on dise qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Vous ne parlez pas de la réforme des retraites, vous parlez d'insurrection de 6e République. Mais vous croyez que la 6e République, ça n'a pas de rapport avec ce à quoi on est en train d'assister en ce moment? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une situation politique dans laquelle vous avez un homme seul qui peut décider d'imposer à un pays tout entier qui n'en veut pas une réforme parce qu'il s'appuie sur des institutions de la 5e République. Et excusez-moi de vous le dire, oui, on a encore le droit dans ce pays de dire qu'on n'est pas d'accord avec la 5e République et qu'il faut passer à la 6e. Et faire ça, c'est pas être contre la légalité. Manuel Bompard, je suis obligé de vous rappeler que le Conseil constitutionnel, qui a priori est un organisme indépendant et pas politique, a dit qu'on restait en tout cas 6e République, ce serait sans le Conseil constitutionnel. Je pense qu'en tout cas il faudrait en changer la forme, ça c'est clair. Bruno, vous direz. Mais la 6e République, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, avant la 5e il y avait la 4e. Bien sûr. Et les gens qui ont avec parlé le succès de la 5e au moment où il y avait la 4e, vous leur avez pas fait des procès en leur disant la légalité républicaine. Emmanuel Bompard, quand vous appelez à retirer la réforme alors qu'elle a été promulguée, qu'elle a été en partie validée par le Conseil constitutionnel. On n'est pas en monarchie absolue, c'est pas le président qui va pouvoir retirer une réforme. Ça se fait pas comme ça. Il faut dire ça, faut dire ça à Monsieur Chirac. CPE. Vous rappelez que on revient au CPE. Rappelez que M. Chirac, lors du contrat, la bataille sur le contrat première embauche, il y avait une loi qui avait été promulguée. Il a suspendu. Et il avait décidé. Les décrets d'application. Non, il a suspendu. On n'était pas en monarchie. Non, je reprends votre raisonnement. Non, mais là, il va pas retirer son texte. Mais pourquoi?
Et parce que le texte a été validé. Le texte a été validé. Il faut une monarchie. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Monsieur Chirac n'a pas eu besoin d'une monarchie pour décider qu'un texte de loi qui avait été promulgué, parce qu'il ne rencontrait pas d'adhésion dans le pays, il fallait ne pas l'appliquer. Il l'a promulgué, il a suspendu la promulgation. Il l'a promulgué, ensuite il a suspendu son application. Voilà pour les débats Et constitutionnels. je pense que le président de la République pourrait tout à fait faire ça, et je pense que ça permettrait au pays de revenir dans une situation plus apaisée. Si on avance, il y a peu de chance. Une partie de l'intersyndicale ne le réclame pas. Hein. Voilà. De quoi? Ne le réclame plus. Le J'ai pas entendu Laurent Berger, dire ou aujourd'hui, Laurent Escure, ou on a le sentiment qu'une partie a validé le fait que cette retraite Vous va avez entendu dire qu'ils étaient d'accord avec Par cette contre, il réforme? réclamait le vote de l'article 7 que la France Insoumise a empêché qu'il soit passé au vote par l'Assemblée nationale. Qui? Les syndicats. Qui? Les syndicats. Les syndicats voulaient le vote de l'article 7. Laurent Berger notamment. Quel Moi je me souviens de Laurent Berger. Non, c'est pas vrai. Si. Non, On a reçu M. Martinez ici même, sur ce plateau. Oui. Le vote à voter l'article 7. Oui, M. Martinez, oui. Et vous avez par l'obstruction empêché le vote de cet article 7. Pourquoi vous dites vous êtes journaliste? M. Martinez, Laurent Berger. C'est le mot obstruction qui vous énerve. Vous savez qu'il y en a 8 des syndicats dans ce pays. CGT, ça fait beaucoup. Non, mais ne dites pas des choses qui sont fausses, parce que sinon, en fait, après, je suis obligé de La réponse corriger. d'Emmanuel Bompard. D'accord, donc il y a effectivement C'est le mot des obstruction qui syndicats. vous en... Non, mais attendez. Allez-y. Les syndicats majoritaires, on va dire, c'est important quand même. Il y avait des syndicats qui pensaient sans doute qu'il fallait aller au vote de l'article 7 et d'autres qui ne se sont pas exprimés sur ce sujet. Soyons un peu factuels, il faut dire la vérité. On va dire, monsieur Bompard, c'est la plupart des syndicats, y compris la CGT. Pour le reste, vous en pensez ce que vous voulez, mais ce texte de loi, il n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. parce que vous l'avez comprends bien empêché. que ça vous embête. Parce que vous l'avez empêché. Par l'obstruction, alors que les syndicats souhaitaient qu'il y ait un vote. Tout cela étant également légal et constitutionnel. Attendez. Assumez vos positions, monsieur Bompard. Calmez-vous. C'est moi qui ai décidé qu'on ne pouvait pas consacrer plus de 10 jours de débat à l'Assemblée nationale. C'est un choix du C'est gouvernement. l'un des débats les plus longs qu'il y a eu sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Je vous ai posé une C'est question. l'un des débats les plus longs qu'il y a eu. Est-ce que c'est moi qui ai pris cette Vous décision? pouviez voter l'article 7. Qui a décidé d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution? Bon. Est-ce que c'est moi? Ok. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut s'écharper longuement sur les articles de la Constitution. Non, mais d'un côté, sur le sujet. gouvernement comme opposition, c'était le sujet du non, jour. mais ce qui est assez intéressant, parfois, on y c'est revient, que vous savez. finalement, on est toujours en train de refaire le match, c'est de dire à quel point on n'est pas sorti de l'ornière et qu'on ne sera pas en capacité, même pas d'enjamber comme le souhaiterait le président de la République, mais même à un moment de recréer la capacité de dialoguer dans nos institutions. Là, dans cette impasse, à un moment, comment on en sort? Il y a plein de solutions. Eh ben, dites-nous. Il y en a une première, c'est de dire que le président de la République dise « Je vois bien que j'ai pas réussi à convaincre. Oui. Est-ce que vous pouvez utiliser Alors tous ça a pas l'air compliqué. C'est mal parti. Compliqué. Je vous le dis encore aujourd'hui. Parce que vous me demandez mes solutions à moi. Non, mais Donc, autre que celles que vous proposez depuis des semaines. c'est pas parce que je les propose depuis des semaines qu'elles sont pas toujours valables. Mais donc ça veut il y dire en que a une, Emmanuel c'est de ne Bompard, pas appliquer ce texte de loi. si Attendez, je vous vais au l'avez bout, pas. vous m'avez D'accord, il y en a demandé des d'autres. solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il peut soumettre le texte à référendum. C'est comme ça qu'on résout les situations de blocage dans un pays. On dit, manifestement, il y a un désaccord entre le pouvoir politique. C'est pas un danger actuel. de commencer à mettre des textes comme ça en référendum. Pardon? De suivre les sondages, de mettre des sujets... Je ne vais pas parler de suivre les sondages, c'est pas les sondages c'est qui ça. décident d'un Elle est référendum. majoritaire où l'opposition à la réforme de retraite aujourd'hui? Pas à l'Assemblée, pas au Sénat, elle est majoritaire a priori dans les sondages. 70% des Français sont opposés. sans doute l'être. Mais quel est- ça je ne sais pas. Quelle Je ne sais pas. Non, mais c'est une vraie question. doctrine sur le référendum? Est-ce que, par exemple, il faut y soumettre tous les textes? Donc, C'est ça. les textes sur l'immigration C'est le aussi, sens de par ma exemple question. Mais pas tous les textes. Vous choisissez lesquels? Mais comment vous voulez faire, madame? Mais Vous voulez c'est- faire un est-ce que vous avez référendum? une- Non, mais c'est l'essence de ma question. Comment on fait? Je comprends votre position. Mais... Doctrine, pardon, moi je suis favorable à un référendum d'initiative citoyenne. Je vous donne un exemple. S'il y a un certain nombre de Français qui considèrent qu'un texte de loi doit être soumis à un 4 millions et référendum, demi on pourrait faire en sorte que ça puisse être le cas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler d'un texte qui bloque le pays. Le pays, il est bloqué dans une situation de blocage avec des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, qui sont au pouvoir et qui sont très seuls et qui décident de passer en force. Si vous voulez résoudre cette situation, il faut bien une sortie démocratique. Le référendum peut être une sortie démocratique. Voilà. Il y a une autre solution. Jean-Luc Mélenchon en a parlé dans une tribune, de dire on abandonne ce texte-là. Et on le confie aux partenaires sociaux. Il y a les syndicats du patronat, les syndicats des salariés, puis ensemble, ils décident de faire une proposition sur ce texte-là. C'est bien parce qu'il n'y avait pas de chemin entre les syndicats qu'à un moment, il a fallu en passer par la loi. Je ne sais pas, je pense pas, je pense qu'on n'a même pas essayé. Mais c'est une des options possibles. Là, par exemple, le président de la République pourrait dire, j'ai pas réussi, je recule et puis je le confie aux partenaires sociaux. Il y a ce RIP qui va justement aussi être examiné par le Conseil constitutionnel qui rend sa décision mercredi. Vous êtes confiant? Pas trop, non, parce que quand j'ai lu la décision du Conseil constitutionnel sur la première version du référendum d'initiative partagée, j'ai bien compris que
En fait, le référendum d'initiative partagée existe dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel fait tout pour qu'on puisse jamais l'utiliser. C'est-à-dire que si vous proposez quelque chose qui ne change pas la loi actuelle, on vous dit non, ça ne peut pas être un RIP parce que ça ne change pas la loi actuelle. Et si vous proposez quelque chose, une fois que la loi a été votée pour revenir dessus, on vous dit non, ça peut pas être un référendum parce qu'il ne faut pas revenir sur une loi qui a été votée depuis moins d'1 an. Donc en réalité, il fallait dans ce cas-là dire clairement qu'on ne pouvait pas utiliser le référendum d'initiative partagée. Donc vous voyez bien que après, si le Conseil constitutionnel décide autre chose, ça sera très bien. Mais je pense que c'est pas forcément la perspective pour gagner aujourd'hui. Par contre, il va y avoir, vous le savez aussi, une loi d'abrogation. Alors c'est le 8 juin à l'initiative du groupe Lyotte. Déposée à l'Assemblée nationale. Vous avez tous dit on n'a pas voté à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on pourra, sauf si le gouvernement veut nous empêcher de le faire. Il y a une journée, c'est ça le problème. Oui, c'est sur une journée. C'est encore plus court. Alors, si vous faites 5000 amendements pour faire de l'obstruction, évidemment, il y a peu de chance que ça. Pas certaine que 5000 amendements sur une journée comme ça. On verra, mais vous savez, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a empêché une niche parlementaire d'aller à son terme, puisque vous êtes journaliste et que vous faites un travail sérieusement, vous devez vous rappeler quand c'est. Non. Bon, c'était lors de la niche parlementaire de mon groupe, la France Insoumise, au mois de novembre, où il y avait un texte sur la réintégration des soignants suspendus, qui avait une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour être voté, et le gouvernement a fait quelque chose d'historique, c'était la première fois que ça arrive, et ça a été de l'obstruction gouvernementale. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a introduit des amendements pour empêcher l'Assemblée nationale d'aller jusqu'au bout de ce texte. On en avait parlé sur c'est précis, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire le 8 juin votre groupe, alors votre parti LFI, votre groupe NUPES, Rassemblement National, une partie des Républicains, tous pour valider cette abrogation à l'initiative du Lyotte. Ceux qui se sont exprimés contre la réforme des retraites doivent voter en faveur de cette loi d'abrogation. Rassemblement National, vous vous en fichez, l'important c'est que ce texte soit retiré. Il y a 577 députés. Oui, mais il faut une majorité. A priori, dans la... J'allais vous dire, pour que la loi soit votée, il faut qu'il y ait une majorité de députés qui la votent. Donc cette proposition d'abrogation, j'en suis pas l'auteur, peut-être co-signataire, mais elle est dans le cadre de la niche Lyotte, elle s'adresse aux 577 députés. Et est-ce que vous pensez que Charles de Courson est en capacité d'aller récupérer, par exemple, des LR, d'aller convaincre des Républicains de venir voter cette loi d'abrogation? En tout cas, manifestement, ils n'étaient pas déterminés à voter pour la loi. Sinon, il n'y aurait pas eu d'article 49.3 de la Constitution. Donc, par cohérence, je pense que ceux qui ne voulaient pas voter par la loi, ne pas voter pour la loi, doivent voter pour la loi d'abrogation. Et si elle est rejetée, qu'est-ce que vous ferez? Ce serait le signe, puisque c'est un vote clair. La révolution. Mais la révolution. Est-ce que vous admettrez, est-ce que vous direz, on a perdu, on passe à autre chose? Ce qu'il faut choisir à qui je dois répondre. Au départ, c'est à Géraldine. C'est une question courte. Je vous rappelle que c'était le titre du livre du président de la République. Exactement. Lui, il l'a pas fait. Vous pouvez répondre à Géraldine. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je continue la bataille. Je pense que cette loi est mauvaise. Et que je suis contre, je suis pour la retraite à 60 ans, je ne vais pas m'arrêter, même si elle est votée. Et vous savez, en démocratie, même quand un texte est voté, ça ne nous oblige pas à changer d'avis. Donc on a le droit de continuer à considérer que c'est pas une bonne loi, qu'il faut revenir dessus. Pas changer d'avis, mais simplement passer au combat suivant, parce qu'il y a des... Voilà, ça va durer 4 ans. Ça s'intéresse à autre chose que retraite, pas que ce sujet-là. Pour l'instant, ce que j'observe de la journée d'aujourd'hui, parce que c'est quand même l'enseignement principal de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu son pari, c'est le président de la République. Le président de la République faisait tout pour qu'on passe à autre chose. Ce que j'observe, c'est qu'on a une mobilisation historique, entre 6 et 10 fois plus importante que l'année dernière. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est la mobilisation, le premier mai sans doute le plus important du 21e siècle. Donc si, il a perdu son pari, ça c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, puisqu'on a entendu une partie des membres de l'intersyndicale dire qu'ils iraient au rendez-vous de Madame Borne dès qu'il sera fixé. C'est Laurent Berger, la CFTC, Monsieur Chabagnier. Donc ils sont plusieurs quand même déjà à dire que est divisé donc à dire qu'ils vont passer à autre chose en quelque sorte. D'accord, mais moi ce dont je vous parle à ce stade, pour aujourd'hui en tout cas, c'est de la mobilisation des Françaises et des Français. C'est les gens en fait qui sont encore 60% à être contre cette réforme. Selon les sondages. Oui, c'est vous qui les publiez. Donc d'habitude, vous avez plutôt l'habitude de vous appuyer dessus. Monsieur Bompard, en 2010, quand les Français étaient aussi à la fin des manifestations, ils étaient toujours contre le passage à la retraite à 62 ans. La réforme est passée. D'accord. Et puis on est passé à autre chose. Oui, mais vous me parlez de la suite de la mobilisation. Là, on est un peu dans le même pente. Les Français sont contre, très largement contre. Vous avez raison. Et à 60% qui pensent que la mobilisation doit se poursuivre. Mais Bruno, parfois mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui on a eu un raz-de-marée pour autant. On n'a pas eu de raz-de-marée. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est le plus gros 1er mai du 21e siècle. Non, pas selon les chiffres des organisations syndicales. C'est la deuxième journée. C'est entre 6 et
dit... On a regardé les chiffres, il y a plus de monde qu'habituellement. Oui, bon, après 3 mois de mobilisation, vous pouvez considérer que c'est pas important. Mais j'ai envie de vous dire, je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition. Et après, j'ai une question pour vous. Regardez, je vais vous faire une proposition sérieuse. Organisez une manifestation pour la retraite à 64 ans et on verra combien il y a de personnes dans la rue. Est-ce Est-ce que vous considérez que Laurent Berger, quand il dit « je ne vais pas mentir aux gens en leur disant que Macron va retirer la réforme, donc je prends acte que bon, bah, j'ai perdu, et je vais essayer d'avancer pour le bien des travailleurs sur d'autres sujets ». Vous pensez qu'il a tort ? Mais il ne faut pas faire ça. Mais Laurent Berger, il fait ce qu'il veut parce qu'il est responsable syndical, qui est responsable d'une organisation et qu'il exprime la position de son organisation. Moi, vous me demandez ma position à moi et la position de mon organisation. La position de mon organisation, c'est de continuer la bataille, de continuer la mobilisation et de faire en sorte que ce texte de loi sur les retraites ne soit pas appliqué. Voilà, ça c'est ma position. C'est la priorité des priorités dans la France d'aujourd'hui, c'est les retraites. Mais enfin, vous savez, moi, ça fait depuis le mois de juin dernier que je suis élu. J'ai fait une proposition d'amendement pour le blocage des prix. J'ai fait une proposition d'amendement pour augmenter le SMIC à 1 600 €. J'ai fait une proposition d'amendement pour... Attendez, laissez-moi terminer. Pour indexer les salaires sur l'inflation. J'ai fait une proposition d'amendement pour établir l'impôt de solidarité sur la fortune. J'observe qu'à chaque fois, d'ailleurs, Monsieur Macron et Madame Le Pen ont voté contre. Donc, j'ai pas attendu le début de la mobilisation sur les retraites. Le problème, c'est que vous n'avez pas... Ils ne sont pas de gauche. Très bien, mais... il y a des élections en 2027. Ça ne m'avait pas échappé. Pour l'instant, un programme en 2027 avec le retour de la réforme à 60 ans ou 62 ans, comme vous voulez. C'était déjà le cas. Oui, mais vous savez que d'ici à 2027, vous allez avoir des centaines de milliers de travailleurs qui pensaient qu'ils partiraient à la retraite à 62 ans et qui vont devoir partir à la retraite à 64 ans si cette réforme, elle voit le jour. Et moi, je ne vais pas leur dire on va attendre 2027 pour se battre pour vous. Ce sera 63 ans en 2027, monsieur Bompard. C'est ça, c'est progressif. Pour faire suite à ce que vous disiez, Géraldine. Et après, je vois qu'on parle du Rassemblement national. Le gouvernement négocier les futures lois travail et le contenu de la travail qui est quand même importante avec le seul MEDEF. Mais c'est ce qui va se passer si vous continuez à ne pas vouloir tourner la page. Attendez, je ne suis pas responsable d'une organisation syndicale. Pour le reste, le gouvernement n'a pas le choix. S'il doit faire adopter un texte de loi, il le passera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc je ne vais pas ne pas y aller. Donc je ferai mon travail. Oui, mais si c'est un texte qui est négocié par des syndicats, parce que la Première ministre a laissé entendre quasiment que ce seraient les syndicats qui écriraient le texte. Et alors, ça n'empêche pas que la démocratie parlementaire, elle continue d'exister, non ? Je peux y faire des propositions. S'il y a des propositions qui vont dans le bon sens, les défendre. À l'inverse, s'il y en a qui vont dans la mauvaise direction, les combattre. Et bien évidemment que notre travail parlementaire est continu. Vous n'aimez pas les syndicats quand ils vont négocier avec la Première ministre. Vous ne me ministre. prenez pas pour un imbécile. Vous étiez en train d'essayer de m'expliquer qu'en loin avec gros, le je ne pensais qu'aux retraites et que je n'avais pas conscience des difficultés sociales liées à l'inflation dans le pays. Donc j'étais en train de vous répondre si j'en ai conscience parce que j'ai pas attendu aujourd'hui pour en parler. Ça fait depuis plus de presque un an maintenant qu'on fait des propositions. Je vous confirme que vous êtes venu souvent sur le plateau pour en parler. Je voudrais est-ce que vous avez regardé ce qui s'était passé au Havre aujourd'hui ? Non, parce que je pense que les opérations de récupération d'une journée du mouvement ouvrier ne m'intéressent pas beaucoup. Fête de la Nation, je précise pour ceux. Fête de la Nation choisie, donc le Havre, ville d'Édouard Philippe, choisie par Marine Le Pen pour parler, pour fêter, loin de la statue de Jardin qu'on en parlait. Et quand on regarde les sondages, et je sais que ça vous échappe pas, c'est le Rassemblement national et Marine Le Pen qui progressent. Alors ils sont pas forcément toujours très loin devant, mais ils progressent et ils sont en train de prendre visiblement dans la population, dans l'opinion, une place que vous aviez un peu. Est-ce que votre attitude sur le fond, sur la forme, le fait que vous vous battiez jusqu'au bout sur cette réforme ou sur d'autres sujets, et que vous l'accusiez, elle, de ne rien faire, visiblement, ça lui profite. Quelle peut être la réponse ou l'attitude, la politique de LFI pour empêcher le Rassemblement national de continuer de progresser ? D'abord, pas se laisser intimider par des enquêtes d'opinion qui parlent d'une élection présidentielle qui n'aura pas lieu, d'abord, parce qu'ils sont souvent Emmanuel Macron. Le duel Macron-Le Pen qui n'aura pas lieu, évidemment. Ça n'aura pas lieu. Et deuxièmement, considérer, ou en tout cas, moi, en tout cas, c'est ce que je considère, que la position qui est la nôtre, c'est-à-dire effectivement d'une opposition totale, ferme, résolue à cette réforme des retraites, elle rentre en résonance avec les gens qui se battent contre cette réforme des retraites. Et moi, vous savez, j'étais dans la manifestation ce matin et j'ai à Marseille. Surtout des gens qui sont venus me voir pour me dire merci de vous battre et continuer à le faire. Et je leur dis, je leur parle à eux, on va continuer à le battre. Je vous pose la question différemment. Est-ce ce qui fait la force d'un Jean-Luc Mélenchon et de LFI, sa capacité à parler fort, est aussi sa faiblesse quand il s'agit d'accéder au pouvoir à ce niveau-là? C'est
certains analystes disent quand ils regardent les sondages. Est-ce que ce n'est pas le fort de plateau de verre? C'est une question. Oui, mais les mêmes entre 2017 et 2022 disaient que de toute façon Mélenchon c'était fini, qu'il avait fait 19% mais que c'était une parenthèse, qu'il allait faire 5 ou 6%. Les sondages dont vous êtes en train de me parler, à un an de l'élection présidentielle de 2022, disaient que Mélenchon il était à 7%. Vos mêmes sondages le vendredi... Attendez, vous inquiétez pas, j'ai bien compris ce que vous en pensiez, mais là en l'occurrence c'est moi qu'on interroge. Le vendredi de la dernière semaine de l'élection présidentielle, vos mêmes sondages disaient que Jean-Luc Mélenchon ferait 16 ou 17%, il a fini à 22%. Donc j'ai passé l'âge, si vous voulez, d'être intimidé par les sondages. Je continue à me battre. Les sondages vous sont favorables sur l'opposition à la réforme des retraites, donc en même temps il faut tous les regarder. Madame Le Pen et le Rassemblement national, depuis des dizaines d'années dans ce pays, effectivement, a progressé sur plusieurs scrutins. Je ne le conteste pas, je ne l'ignore pas, c'est une réalité mathématique. Et je me bats pour essayer de convaincre les gens que Madame Le Pen n'est pas la solution, tout simplement. Comment vous parlez Et après, Nora. Parce que les ouvriers et les employés, en majorité, de plus en plus votent Marine Le Pen. Et comment vous les ramenez vers des fonctionnaires aussi? Et justement, je vais tirer le fil que vient de poser Géraldine. Vous avez dans votre maison quelqu'un qui s'appelle François Ruffin, qui a posé cette question justement c'est cet enjeu de la nécessité de parler à cette France invisible, à ces oubliés à qui aujourd'hui Marine Le Pen est en capacité de parler. Est-ce que ce n'est pas le meilleur profil justement, plutôt que Jean-Luc Mélenchon, pour conduire en fait cette famille, d'autant qu'en plus, il parle plutôt à toute la NUPES, ce qui n'est pas non plus véritablement le cas de Jean-Luc Mélenchon. Non, 2027, c'est pas demain. Donc la question. C'est vrai qu'il reste 4 ans. Bon, donc la question, on va peut-être éviter le ridicule. 4 ans avant l'élection présidentielle, de commencer à identifier quel est notre meilleur candidat. François Ruffin, il fait partie des candidats possibles et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, il est là, il a été candidat 3 fois et peut-être qu'il y aura d'autres personnes aussi qui sont susceptibles de pouvoir porter nos couleurs. C'est une très bonne chose. Maintenant, votre question, c'est pas une question de personne, c'est une question de fond. D'abord, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui, par exemple, est arrivé en tête de toutes les villes qui sont les villes les plus populaires du pays. Donc, c'est pas vrai de dire que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas à la France invisible. Alors, après, il y a des marges... Les villes populaires urbaines. Il n'a pas le vote ouvrier, clairement. Mais vous croyez que les gens qui travaillent aujourd'hui, qui habitent dans des quartiers populaires, c'est pas aussi des ouvriers, c'est pas aussi des employés? C'est pas ce que je dis. Non, mais je répondais comme vous posez 3 questions, c'est pas toujours... Vous êtes dans la danse. Donc, maintenant, moi, j'aspire à convaincre tout le monde, et donc de partout sur le territoire, effectivement, et je sais qu'il y a des gens qu'il faut convaincre. Et je leur dis, ne vous trompez pas. Par exemple, sur la question des retraites, j'ai donné des exemples tout à l'heure. Quand nous avons proposé d'augmenter le SMIC, Madame Le Pen, elle a voté contre. Voilà. Donc, elle ne défend pas vos intérêts. Quand on a proposé de geler les loyers, Madame Le Pen, elle a voté contre. Donc, elle ne défend pas vos intérêts. J'essaye de convaincre les gens, je fais mon travail. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. On continue. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche moins bien? C'est la méthode? C'est la forme? Mais non. Il y a une question. Peut-être un peu vous pour aussi. prolonger la question sur François Ruffin, il était aussi à ce plateau-là. Et puis, on a eu Cécile Duflot aussi la semaine dernière. Et l'un et l'autre parlaient de tenir le même positionnement politique que vous, mais parler de façon apaisée. C'est-à-dire, on est dans un moment où il faut rassembler, il ne faut pas cliver, il faut davantage rassembler, apaiser les gens, avoir un discours qui soit pas consensuel, mais qui soit davantage positif, optimiste, et qui soit davantage de nature à rassembler l'ensemble de la gauche, semblant dire en creux que le discours de Jean-Luc Mélenchon, très fait de bruit et de fureur et très clivant, n'était peut-être pas le meilleur aujourd'hui dans un pays qui est aussi fracturé que le nôtre pour essayer de porter les couleurs de la gauche le plus haut possible. Voilà, c'est ça en fait la question. C'était ma question sur la forme. On verra, mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui nous a amené à 22%. Et il l'a fait aussi avec une méthode. Et cette méthode, elle a produit ses résultats. Donc après, j'ai pas l'impression que notre discours ne soit pas un discours optimiste et tourné vers l'avenir. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous m'interrogez sur lui, mais c'est le cas de tous les députés des députés de la France Insoumise, par exemple, est sans doute le seul candidat qui a mis à ce niveau, par exemple, la question de la bifurcation écologique. Ça, c'est une question d'avenir. Jean-Luc Mélenchon, dans sa campagne électorale, a parlé du numérique, il a parlé des nouvelles frontières de l'humanité. Ça, c'est des questions d'avenir. C'est des questions optimistes. La lutte contre la violence faite aux femmes aussi. Oui, par exemple, oui, bien sûr. D'ailleurs, nous déposons chaque année des amendements pour consacrer 1 milliard d'euros à cette question. Et pour l'instant, le gouvernement se refuse à les voter. Vous voyez? Donc, on continue ces sujets. Mais je connais le système médiatique et sa volonté d'affaiblir une organisation
l'organisation politique en essayant de construire des oppositions internes. Donc je vous dis, c'est vain. Il n'y a pas d'opposition entre François Ruffin, moi, Jean-Luc Mélenchon. On défend les mêmes positions. Une dernière question. Il y a des analyses différentes en votre sein quand même. Une dernière question, justement. Je ne pense pas qu'elles le sont totalement. Elles peuvent Manuel Bompard, une dernière question, vous libérez. Vous parlez de divergence. Marine Tondelier qui ne veut pas une tête de liste commune pour les européennes et François Ruffin qui veut une tête de liste commune pour les européennes. Ouais, ça vous a pas échappé. Je suis d'accord avec François Ruffin, donc c'est bien la démonstration qu'il n'y a pas d'opposition entre. C'est aussi la démonstration de divergence au sein de la NUPES. On parlait des divergences au sein de l'intersyndicale, il y a aussi des divergences au sein de la NUPES. Mais à la NUPES, là, manifestement, sur ce sujet, je ne vais pas le cacher, on n'est pas d'accord, ça c'est clair. Vous n'avez quand même pas la même vision de l'Europe, soyons clairs aussi. Oui, mais vous savez, je suis en désaccord avec ce qu'a dit Marine Tondelier, parce que si vous voulez effectivement avoir, puisque c'est ce qu'elle a dit, un candidat commun à l'élection présidentielle de 2027, ce candidat commun, il a vocation à être président de la République. Et un président de la République, il travaille sur les questions européennes, il travaille sur les questions internationales. Donc il faut être cohérent. Si on veut un candidat commun en 2027, on doit être capable d'avoir des listes communes en 2024. Si on n'est pas capable d'avoir des listes communes en 2024, alors ça veut dire que c'est difficile d'avoir un candidat commun. Donc là, c'est un ultimatum que vous envoyez à Marine Tondelier ? Non, c'est pas un ultimatum, je pose une question de cohérence politique. Et ça me paraît assez évident, parce que quand on parle des relations internationales, le président de la République, il a plus de pouvoir sur ce sujet que les parlementaires européens. Dernière question, vous avez acheté votre brin de muguet aujourd'hui ou pas ? Mon brin de muguet ? Non, j'ai pas acheté de brin de muguet aujourd'hui, mais il y en a plein qui l'ont fait, c'est bien. C'est une bonne raison.